Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien dans Défense sur i24 News, une heure d'émission spéciale de notre magazine de sécurité et de défense. À notre invité ce soir pour commencer cette émission, Amit Assa, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien cadre du Shabak, des renseignements intérieurs de la sécurité israélienne. Amit, nous sommes en direct et je vous pose la première question ce soir, à savoir, est-ce que la campagne de Rafah, la campagne militaire de Rafah, telle que l'a précisé Benjamin Netanyahou, est-elle une voie sans issue? Je décrirais cette opération comme une voie à double sens, pas une impasse, parce que c'est la fin des combats pour nous. La prise de contrôle de Rafah, c'est important. On ne peut pas, sans cette prise de contrôle, vaincre le Hamas. Et c'est à double sens, parce que il y a la population de Rafah qui devra sortir des zones de combat, comme on l'a fait partout ailleurs dans la bande de Gaza. Et en fin de compte, il y aura des combats très efficaces face au Hamas. Cela prendra plusieurs semaines, mais en fin de compte, le Hamas sera vaincu. Ce sera la fin des combats intensifs dans la bande de Gaza. Est-ce que on peut dire que finalement, Israël, en frappant aux 4 points cardinaux de la ville, des commandants du Hamas, des commandants de la police du Hamas, prépare le terrain pour créer un petit peu la zizanie entre les groupes et les bataillons? Je ne pense pas que ce soit l'objectif. Je pense que c'est plutôt une question tactique. En fin de compte, il y a l'aspect du moral qui est très important. Il faut voir ce qui se passe à Hamed, ce qui passe à l'hôpital Shifa. En fin de compte, l'armée prend le contrôle de manière très professionnelle de beaucoup de terroristes. Il y a beaucoup de terroristes tués, mais il y en a beaucoup qui se rendent et qui sont atterrés, qui sont interrogés, ce qui permet d'obtenir beaucoup de renseignements. En fin de compte, ceux qui se trouvent à Rafah, les combattants du Hamas qui sont encore à Rafah, cela a un impact sur leur morale. Lorsqu'ils voient qu'on commence à encercler Rafah de toutes les directions, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus fuir et ils doivent prendre une décision. Soit se rendre, soit mourir. Ce sont leurs seules 2 options. Je vais vous citer un nom que vous avez connu dans votre carrière, Mahmoud Kawasme. Les Kawasme, c'est une grande famille originaire de Hébron. C'est elle qui est à l'origine d'énormément d'attentats mortels dans les années 2000, de la deuxième intifada. C'est lui qui, en partie, a commandité l'attentat, enfin l'enlèvement et l'assassinat des 3 adolescents. Il a été arrêté. Pour vous, c'est une belle prise? En fin de compte, il faut comprendre que nous ne savons pas toujours où chacun de ces terroristes se trouve. Mais si on a des informations sur un terroriste particulier, on fait une opération plus ciblée, qu'il s'agisse d'une élimination ciblée ou autre. En fin de compte, il y a un travail sur plusieurs fronts. D'abord, éliminer les hauts responsables du Hamas. Donc c'est un travail très ciblé. Il s'agit d'appréhender ces hauts responsables ou, si ça n'est pas possible, les éliminer. L'autre axe, ce sont les opérations massives, c'est-à-dire démanteler les compagnies, les bataillons, les brigades du Hamas, et c'est ce que fait l'armée dans les rues de Gaza. Mais pour que les téléspectateurs comprennent, est-ce que, puisqu'on dit que véritablement l'opération à Rafah est inévitable, c'est ce que disent la plupart des dirigeants, et militaires et politiques, lorsque des gros poissons du Hamas sont arrêtés à Shifa, par exemple, ou à Nusayrat, est-ce qu'eux, on donne des informations concrètes sur les positions des cadres du Hamas à Rafah? Est-ce qu'il y a une interaction entre les groupes et les bataillons? Il y a une interaction en général entre les différentes forces dans l'ensemble de la bande de Gaza.
Mais il faut comprendre que ces personnes-là, spécifiquement, ont des problèmes de communication entre les unités. Nous avons en fait détruit tous les moyens de communication dont ils disposaient. Donc, ils sont plus actifs au niveau local. Il y a beaucoup d'activités locales. Et si on arrête des commandants dans le centre de la bande de Gaza, en général, ils sont en contact avec leurs propres combattants, mais beaucoup moins avec les combattants qui sont à Rafah. C'est-à-dire que sur le plan des renseignements, il est vrai qu'en appréhendant un commandant du Hamas dans les centres de réfugiés du centre, cela a une valeur pour les renseignements, pour les autres commandements. Mais au niveau tactique, de savoir où il se trouve à un moment donné, où Sinwar se cache dans quel tunnel, là, c'est beaucoup moins utile. Donc ça veut dire quelqu'un qui a autant d'années de carrière que vous pense et sait pertinemment qu'aujourd'hui, lorsque Marwan Issa a été éliminé, lorsque Mahmoud Kawasme a été arrêté, lorsque la plupart des dirigeants du Hamas ont été éliminés, soit arrêtés, ça veut dire qu'en fait que personne dans Gaza ne sait où se trouvent les frères Sinwar et Mohamed Def. Non, ça ne veut pas dire cela. Cela veut dire que nous ne savons pas, nous, dans les médias. Peut-être que les Israéliens ne savent pas ce qui se passe. Mais certaines choses, ce sont des informations qui sont confidentielles. Donc si on veut attraper Sinwar, on ne va pas dire que l'on sait où se trouve Sinwar. Il y a des informations concrètes sur la localisation de Sinwar. Nous savons que nous sommes sur ces traces en permanence. C'est-à-dire qu'on arrive à des endroits dont il s'est enfui quelques minutes ou quelques heures avant que l'armée israélienne n'arrive. En fin de compte, on parviendra jusqu'à lui. J'estime, je n'ai pas d'informations concrètes, mais j'estime que l'armée sait où se trouve Sinwar. Néanmoins, il reste le problème des otages, puisque Sinwar s'entoure d'otages et Israël ne peut pas mettre en place une opération comme cela a été le cas dans cette élimination qu'il y a eu dans le centre de la bande de Gaza, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas d'otages dans le bunker et qu'on pouvait le faire s'effondrer. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui se trouve sous les ruines de ce bunker. On a juste des estimations. Avec Sinwar, on ne peut pas faire les mêmes choses, parce que Sinwar s'entoure d'otages. J'aimerais terminer cet entretien par vous poser une question, parce que par la force des choses, vous avez été pendant plusieurs dizaines d'années au Shabak. C'était l'une de vos affectations, le terrain, et, les opérations spéciales. Il se trouve que 2 agents spéciaux du Shabak ont été blessés cette semaine. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une meilleure image de ce qui s'est passé? Tout d'abord, nous savons que ce sont des agents opérationnels du Shabak. Ces gens-là font différentes choses. Ils récoltent d'abord des renseignements, mais parfois, ce sont des renseignements qui sont récoltés sur des sources vivantes. C'est-à-dire, ce sont des informateurs du Shabak, des Palestiniens qui travaillent avec le Shabak pour telle ou telle raison. On ne va pas entrer dans les détails. Parfois, c'est pour des raisons financières, parfois pour d'autres choses, ou parfois parce qu'ils subissent une pression. En fin de compte, il y a des gens qui travaillent, qui coopèrent avec le Shabak et qui fournissent des informations. Donc, ces agents du Shabak sont dans des situations où la source, il s'agit que personne d'autre ne sache qu'il est une source du Shabak, sinon sa vie est en danger. Eh bien, dans ces cas, il y a un problème, parce que cette personne avec laquelle on travaille, cette source, on peut parfois craindre qu'il en fait est un agent double et qu'il ne fournit pas de vrais renseignements. Cela arrive souvent chez les Palestiniens si on le suspecte et donc sa vie est en danger. Donc il y a 2 possibilités. Soit on vient le voir et on lui dit, voilà, on voudrait savoir qui est le genre du Shabak qui travaille avec toi, mets-nous vers lui. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est il ne sait pas, mais une organisation terroriste le suspecte et le soupçonne et le suit. Et donc, il est possible que par hasard, une équipe opérationnelle du Shabak soit face, non pas à la source, mais
un terroriste, quelqu'un qui l'a suivi, qu'il le sache ou pas. Et donc, il y a une confrontation dans ce cas qui est arrivé. Les agents du Shabak auraient dû être conscients de la présence de terroristes, mais bien sûr, c'est le terroriste là qui a ouvert le feu le premier, qui venait d'ailleurs. Donc, on peut soupçonner que peut-être ils avaient des informations concernant la source du Shabak, cet informateur du Shabak, et c'est ainsi qu'ils sont retrouvés face aux agents. Voilà qui est plus clair. Merci Amit Assad d'avoir été parmi nous ce soir dans Défense. On va parler maintenant de la manière dont l'Iran prépare peut-être un nouveau 7 octobre, cette fois à la frontière jordanienne, entre la Jordanie et Israël. Regardez Shani Guidaler. La menace serait imminente. Des milices de l'Axe de la Résistance, dirigées par l'Iran, auraient l'intention d'infiltrer Israël depuis sa frontière avec la Jordanie. Leur objectif, perpétrer un autre massacre semblable à celui du 7 octobre. Plusieurs scénarios seraient sur la table. L'un d'entre eux, une infiltration de cellules terroristes chiites, irakiennes ou afghanes, depuis l'Irak vers Israël via la Jordanie. L'establishment sécuritaire israélien reconnaît une motivation croissante de la part des milices chiites soutenues par l'Iran à tenter d'utiliser des moyens aériens ou autres qui pourraient nuire à Israël. Pour l'Iran, la Jordanie représente un terrain essentiel pour encercler totalement Israël et agir ainsi depuis plusieurs fronts. Hossein Salami, le commandant des gardiens de la Révolution, avait affirmé début décembre que les Palestiniens recréeraient l'attaque du 7 octobre depuis le nord, le sud et l'est. Téhéran chercherait aussi à utiliser la Jordanie pour la contrebande d'armes et ainsi perpétrer des attentats directement depuis l'intérieur du territoire. L'Iran a tenté en effet à plusieurs reprises d'armer les factions terroristes en Cisjordanie. Plusieurs cargaisons d'armes ont été saisies à la frontière jordanienne, la plupart d'origine iranienne, telles que des roquettes Fajar et des bombes Kalimagor. Sans compter que la Jordanie, en proie aux pressions de la grande majorité des Palestiniens qui y vivent, pourrait être déstabilisée à tout moment. À l'occasion du Ramadan et de l'escalade potentielle qu'il envisage, l'Iran cherche à profiter de la crise dans laquelle se trouve Israël et lui porter un coup décisif, sous la forme d'une attaque terroriste meurtrière en Cisjordanie. Cette menace potentielle nécessite donc une préparation et une action de la part d'Israël, qui pourrait faire face à l'ouverture d'un autre front. Premièrement, le pays doit mener une coopération en matière de renseignement avec la Jordanie afin de repousser l'attaque si elle se concrétise. En parallèle, Israël pourrait envisager de mener des éliminations de hauts dirigeants iraniens, des éliminations préventives et ciblées, afin de faire comprendre à Téhéran qu'Israël ne tolérera aucune intention de porter atteinte à ses citoyens. Et on prend la direction de la côte ouest des États-Unis pour vous retrouver, Joe Trusman. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au FDD, un think tank spécialiste des organisations terroristes, principalement des organisations terroristes palestiniennes. On vient de voir ce sujet, c'est-à-dire la manière dont l'Iran est en train peut-être de préparer une attaque du 7 octobre à la frontière jordanienne. Est-ce que l'Iran, finalement, est en train d'entourer complètement, dans tous les sens du terme, Israël et prépare le moment venu une attaque? C'est effectivement quelque chose que l'Iran a essayé de faire depuis de nombreuses années. Ce qu'ils ont fait, c'est d'établir des satellites, des clients, des organisations terroristes qui sont financées, qu'il s'agisse de la bande de Gaza avec les Palestiniens, le Hezbollah au Liban, ou des milices syriennes en Syrie. On pourrait même parler de milices irakiennes qui sont présentes en Syrie, et bien sûr les Houthis au Yémen. Donc oui, absolument, c'est quelque chose que l'Iran a essayé de faire et essaye de faire depuis plusieurs années. Et nous voyons avec la guerre dans la bande de Gaza des attaques en provenance de plusieurs fronts. Donc cela ne me surprend pas. Vous avez écrit cette semaine, j'ai bien lu l'article que vous avez, en tout cas l'analyse que vous avez écrite justement dans le think tank des FDD sur la stratégie israélo-américaine à Rafah. Et vous avez été très clair. Vous avez dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas arriver à un accord justement entre Israël et les États-Unis, mais il faudrait que les deux parties se comprennent.
Sous-entendu, on a l'impression quand même, à vous lire, qu'il y a énormément de fritures sur la ligne. Right. I think the word that we. Je pense que le mot que nous avons voulu évoquer, c'est le mot de compromis. C'est-à-dire que les États-Unis veulent restreindre les opérations israéliennes par crainte qu'il y ait plus de victimes civiles dans la bande de Gaza, plus particulièrement à Rafah, parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers, plus d'1 million de Palestiniens qui s'y trouvent, qui cherchent refuge à cause de la guerre. Mais nous savons que le Hamas a des bataillons qui demeurent à Rafah. Et Israël ne peut pas vaincre le Hamas sans entrer à Rafah. En tout cas, c'est ce que les responsables israéliens disent, et je suis d'accord avec eux. Néanmoins, donc Israël et les États-Unis doivent trouver un compromis qui satisfera les deux pays. Et bien sûr, il y a, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle face à une future opération à Rafah. Parce qu'un facteur important, c'est que Rafah se trouve à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Il y a certainement des tunnels sous terre qui alimentent la machine de guerre du Hamas, notamment pendant cette guerre. Alors, la semaine prochaine, vont se rendre aux États-Unis le ministre de la Défense, une délégation stratégique israélienne auprès de leurs collègues, de leurs comparses de la défense américaine. Nous avons pensé d'ailleurs avec Sarah Seban, qui est ma chef d'édition, à cette question. Rafah ou pas Rafah, telle est la question. Votre avis sur la question, justement? Encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai aussi écrit des articles à ce sujet. Il y a des bataillons de nombreux membres du Hamas qui demeurent à Rafah. Et c'est quelque chose d'important. Rafah est important. C'est important pour les Israéliens d'en prendre le contrôle. Mais il y a d'autres problèmes dans la bande de Gaza, notamment dans le nord, on pourrait en parler, puisque le Hamas essaye de réapparaître. On a parlé ces derniers jours de l'hôpital Shifa. Donc ça, c'est un exemple. Donc Rafah est important, mais ça n'est pas tout le problème. Alors justement, à Rafah, il faut prendre le contrôle. Justement, et la frontière entre les Gaza. Justement, George Rossman, ça sera l'une de mes dernières questions. Je comprends à travers vos propos que le Hamas et le Hezbollah sont en train de jouer au poker menteur. C'est-à-dire qu'ils font une fixation exprès pour que la communauté internationale regarde Rafah et que finalement, d'autres activités sont en train de s'organiser tout autour, comme si finalement Israël était pris au dépourvu. Correct, yes. Oui, c'est tout à fait correct. C'est là bien le problème, on l'a vu. On l'a vu avec ce qui s'est passé à l'hôpital Shifa. Il y a aussi un autre problème. Admettons qu'Israël décide de prendre le contrôle de Rafah, se lance dans une opération. Je suppose qu'il y aura un problème avec cet axe de la résistance, comme on l'appelle entre guillemets. Il y aura plus d'attaques du Hezbollah dans le nord et dans d'autres régions. Et en fait, ce qu'ils essayent de faire, ce que tout axe du mal essaye de faire, c'est de ralentir l'armée israélienne, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusque-là. Mais effectivement, je suppose qu'on verra des problèmes supplémentaires avec le Hezbollah, les Houthis et d'autres milices si Israël tente de prendre le contrôle de Rafah. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il y a d'autres problèmes dans la bande de Gaza. Il y a encore des problèmes dans le nord de la bande de Gaza. Donc il va falloir attendre et voir ce qui va se passer. Mais il y aura d'autres problèmes qui se déclareront si Israël se lance dans des opérations à Rafah. C'était important de le préciser. Merci George Rossman d'avoir été avec nous depuis la côte ouest des États-Unis. Vous êtes chercheur au FDD et spécialiste des organisations terroristes, notamment les organisations terroristes palestiniennes. Merci d'avoir été avec nous. On poursuit cette émission Défense par un reportage particulièrement poignant. Vous allez voir le témoignage
d'un policier bédouin. Un pied de nez, d'ailleurs, à ceux qui qualifient Israël d'État apartheid. C'est un policier bédouin qui a sauvé des Juifs et des Arabes au festival Nova. Regardez ce reportage tourné par Youssef Haddad. On le retrouve juste après. Il sera avec nous. على 6:30 تقريبا بالضبط 6:30 بالضبط على 6:30 بالضبط كل هون كل هذا صواريخ. صواريخ اوكي كلها صواريخ وصورت. بعد ما صورت اوتوماتيك خشينا جوا من هني من المنطقة هني خشينا جوا وصرنا نقول هني في المسباه لو سمحتوا خلصت المسباه على الدار يعني انه روحوا 46 سمعنا طخ جامد طخ طخ يعني مش صواريخ طخ جامد حسبنا ان الجيش بطخ. للاسف بعدين فهمنا ان على اليسار. يعني بالاول انتم فكرتوا انه جيش الدفاع الاسرائيلي جنود جيش الدفاع الاسرائيلي هن عم بطخوا بالضبط بس بالاحرى كان ارهابيين من حماس. بالضبط يا الله بالضبط. وين بالضبط فهمتوا هذا الشيء على فكره؟ من بعدين؟ تقريبا للساعة 7 ودقيقتين جاني واحد قبل السبعة 5 دقائق قبل السبعة. صورت فيديو مع صاحبي من البوليس وقلت له إذا بنموت الفخذ شيء لنا تعود. كان في نوع من الخوف؟ كان. احكي لي شوي عنه. يعني احنا بالاخر بنقول يعني احنا بني ادمين صح بس انا شرطي. شرطي والشرطي ايش لازم يسوي؟ دافع. مش ايش بيصير؟ يدافع على كل شخص هنا في اسرائيل بدون ما يفكر مرتين. ممكن اسالك سؤال شوي اكثر شخصي حتى؟ تفضل. طب ما انت شرطي عربي بيقولوا لك ليش تدافع عن اليهود او عن العرب اللي موجودين؟ ما انت عربي اهرب فل. احنا كلنا في اسرائيل دولة واحدة دولتنا ما لنا دولة غيرها. كبرنا يعني لعبنا مع اصحابنا اليهود كنا ايد واحدة حتى في المدارس كل شيء مع بعض بنسوي. ما في انت عربي انت يهودي ما في الشكل هذا ما في. كلنا ايد واحدة وانا كمان تعلمت في مدرسة يهود ما عمره في حياة قالوا لي انت عربي لا تلم معنا ولا شيء. ما كان الكلام هذا خلاص. يعني انت من ناحيتك وظيفتك كشرطي الدفاع على كل مواطن ان كان يهودي ان كان عربي مش مهم من اي شكل. وهذا اللي كنت تفكر فيه؟ بالضبط. 7 دقيقتين جانا بيجري واحد من المنطقة هذه. يعني هون بالضبط هون؟ بيجري علينا وبيقول لنا في البران بيقول علينا يروح الخبير شلي والاخ شلي ماني متذكر بالضبط. على طول شيات ودعاء في الكوتسات تبعت عين بيت الصبح. انت بتحكي انه يعني اذا اجى واحد يعني راكد علينا بيجري علينا وبيزعق بيزعق طخ صاحبي او اخوي الشارع. على طول انا شيات ودعاء في العين بيت قلت ان في مطخوخ كده وكده على الشارع دير بالكم. يعني هون بلشت تفهم انه في شيء زياده ان في زياده ان خشوا بس ما بعد مش فاهمين شو كبر بالضبط ايش كبر بالضبط الاروع بالضبط. الحين هني هذا كل هذا كان الحمامات الصفر. هون كانوا الحمامات اللي طخوا عليهن واحد واللي كانوا جوا متخبيين بالضبط. ما عندي طاق. فالنقطة هذه بالضبط طلعت الفرد شكشكت الفرد جريت جروا وراي 10 12 من الشرطة اللي كانوا معي. 10 12 ليش عم بتأشر على هاي المنطقة؟ شو صار هون؟ سيارتي هون سيارتي مكلانية RPG. سيارتك الشخصية؟ نيسان التيما.
كانت بالضبط هين بالضبط. وحماس خبطوا ار بي جي عليها. ار بي جي من قدام. يا الله. بس انت هذا كله عم تركض وبهذا الوقت وانت سمعت انه في واحده مصابه بجروح جو علينا هني، جاني عليه واحد هني هون وقال لي في واحده بتوع كشه سياره حمراء، حد سياره حمراء. اوكي ركضت جريت وانا بفكر على الجل اليمين سياره حمراء، بفكر في السياره هذا مشوا بكنين ميدا قدول يعني مش نورمال. فكرت في البتسوع اللي كانت الارض وان بتسوع كشه هذا مش يري تبع نشكال. هاي النقطه، هذه النقطه بالضبط. كانت السياره هني بالضبط وهني البتسوع كشه. شو سويت؟ شفتها عملت إشي ولا كان في حدا؟ كان عليها ازراخا اللي سوى لك فرق سمته ركيم. لما جاء الباراميديك قدمت شوي قدام، لما قدمت في قدام قلنا ار بي جي فوق روسنا بالضبط. واو فوق روسنا. هنا قلت احنا موجودين في فيلم ثاني. سيدر جودل اخير لقامري ابوي تلفن علي، قلت اذا بموت خليه عارف. حطيت على الرمكل، حطيت في الكيس، بلش الطبخ. خليت التليفون مفتوح على الرمكل وابوك سامع كل شيء؟ يعني انت لما وصلت للنقطه هذيك اللي وين الشجر كان في غاد 15 مواطن اذا مش اكثر، كل المنطقه هي اذا مش اكثر. وانت كنت الشرطي الوحيد اللي معين؟ فكرت فيه انا عرفت ان انا خلص لحالي. وكانوا بتوعين يعني كانوا مصابين وكانوا كانوا بتوعين. الحين دخلت لفوق شوي عشان اشوف ايش بيصير غاد، مو صار تخشين غاد. دخلت الحين واحد من الزرخيم اللي كانوا معي مسكني في رجلي صيح وبيقول لي في البرام، بيقول لي بكشا علت عليه تموت ناخذ سرغي موتها. بقول لك كذا ايش انت زخيل عشان اشوف ايش بيصير غاد. والمواطن اللي مسكك من اجرك مسكني من رجلي ما كان ودني اموت. ايش خايفين عليك يعني؟ يقول لك تطلعش تحت كل هواء رصاصه. بقول لي ناخذ سرخي متخه هيك قال لك؟ لا والله. شو سويت؟ على طول تفس بيكود، قلت لهم تعالوا معي ونزلنا تحت. واول شيء دورت سياره، مش مهم، المهم القى سياره. ربنا من فوق خلى نيسان جوك سمراء فاتحه، باب فاتح، نقصت جوا، سويتش فاتح، دلك البنزين كان فل. قلت ما نقص جوا، رب خلي سياره. شايف اللي قدر يخش جوا خش جوا، اللي ما قدر. انت يعني طلعت معك على السياره ناس يعني واخذت معك تشتغل تاخذ قديش ما بقدر اخذ جوا قد اخذت. ساري איפה בדיוק? יש את הטרקטור, הטרקטור עם הכבשים, איפה ללכת? אין לי כיוון. Et je vous retrouve, Youssef Haddad, merci d'être avec nous ce soir. C'est vous qui avez réalisé ce reportage. Je disais en lancement, c'est un pied de nez à tous ceux qui disent qu'Israël est un état d'apartheid. Ce qu'on voit ici, c'est bien au-delà que Israël n'est pas un état d'apartheid. On voit là
une association, une coexistence entre juifs et arabes, et c'est quelque chose qui est dynamique et qui existe, et personne ne peut nous l'ôter. Ce qu'on a vu là, c'est un policier arabe musulman. Déjà en soi, le fait qu'il soit un agent de la police d'Israël et un arabe musulman, déjà, voilà, on en a fini avec l'argument selon lequel Israël est un pays d'apartheid. Mais ce policier musulman arabe est un héros grâce aux actions qu'il a commises. Il a éliminé des terroristes, il était concentré, il a essayé de trouver des solutions et il a sauvé en fait plus de 300 Israéliens. Quel héros extraordinaire. Je me trompe ou il était au bord des larmes? Une des choses qu'à titre personnel j'ai ressenti, c'est sa grande émotion. On entend à quel point, quand on l'entend parler, on entend à quel point il est ému et à quel point c'était important pour lui de sauver des gens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a téléphoné à son père et il a mis son téléphone dans la poche, mais son père pouvait tout entendre de ses combats. Imaginez le père d'un policier qui entend son fils en train de combattre des terroristes. Imaginez un policier qui voit des gens qui le supplient de les sauver. Lui, il fait tout ce qui est possible. J'ai l'impression que c'est quasiment votre histoire. Ouais, parce que je vous connais, ça fait des années qu'on se connaît, et vous m'avez dit que juste avant votre blessure dans la guerre du Liban, votre mère vous a donné un petit médaillon de la Vierge Marie que vous avez mis sur vous. J'ai l'impression quand même que vous voyez, vous vous ressemblez entre le téléphone, entre tout ça. Il y a beaucoup de rapprochements entre vous et l'histoire de ce policier. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'avez cité en exemple. Et il y a Raymond Ozel, lui, il est arabe musulman, moi je suis arabe chrétien. Lui, il est policier, et moi, j'étais commandant au sein de l'armée de défense d'Israël. J'ai même commandé, moi, arabe, j'ai commandé des soldats juifs au sein de l'armée de défense d'Israël. Toutes ces phrases qui, encore une fois, mettent à mal ce mythe de l'apartheid israélien. Et oui, je peux vous dire que ma mère s'est toujours fait du souci, et lorsque j'ai été blessé, gravement blessé, je savais que je ne pourrais pas téléphoner à ma mère, elle ne tiendrait pas le coup en sachant que j'étais blessé. Donc j'ai téléphoné à mon père, et mon père, c'est d'un homme très fort. Et même lui, voilà, il a pleuré lorsqu'il a entendu que j'ai été blessé. Mais heureusement, les meilleurs médecins que nous avons, juifs et arabes, à l'hôpital de Naria et l'hôpital Bnei Zion, voilà, m'ont soigné. Et aujourd'hui, je suis même capable de jouer au football. Effectivement. Youssef Haddad, qu'en est-il justement des minorités, ce qu'on appelle les minorités, dans ces périodes de réserve? Est-ce que les Arabes chrétiens et les Arabes musulmans servent ou font leur période de réserve actuellement? Non seulement ils font leur période de réserve, non seulement qu'ils sont des soldats dans l'armée régulière, mais ils sont fiers de défendre le pays. C'est une guerre qui n'est pas entre les Juifs et les Arabes, c'est une guerre entre Tsahal, entre l'État d'Israël, le camp du bien, et l'organisation Daesh Hamas, le camp du mal. Et dans les faits, par exemple, les pisteurs bédouins ont éliminé des centaines de terroristes, ils combattent. Je me souviens qu'un des officiers de ce bataillon de pisteurs bédouins m'a envoyé une vidéo, et c'est une vidéo que j'ai voulu dédicacer à tous les gens du Hamas. Il m'a transmis cette vidéo, et il a envoyé cette vidéo quelques instants avant d'entrer dans la bande de Gaza. Et dans cette vidéo, il disait aux gens du Hamas en arabe: nous arrivons. Vous voulez être des martyrs, vous voulez être des shahids, nous allons faire de vous des martyrs. Ils sont entrés, ils ont combattu avec héroïsme,
Et il y a quelques semaines, j'étais dans la bande de Gaza. J'y ai rencontré des soldats juifs, des soldats arabes, des gens de gauche, des gens de droite. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas pratiquants, des gens qui étaient religieux. Et ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils m'ont tous dit, Youssef, ici, il n'y a pas de différence, nous sommes une armée et nous n'avons qu'une seule mission, ramener les otages à la maison et éliminer l'organisation terroriste qu'est le Hamas. Lorsque je leur ai demandé quel message vous voulez faire passer aux Israéliens, ils m'ont dit, vous voyez l'unité que nous avons, notre coexistence. Eh bien, en Israël, il faut s'assurer que les citoyens soient au moins autant unis que nous. Je sais bien, sauf que vous êtes en train de payer un prix pour cette action-là, Youssef Haddad. C'est-à-dire qu'à travers vos reportages qu'on a vus là, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce soir. Ce qui semble fou, c'est que vous êtes menacé matin, midi et soir, que ce soit en Israël ou à l'étranger. C'est-à-dire que quand on essaye de montrer une autre vérité, on est menacé. Oui, et vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, même au sein de la société israélienne, chacune de ces communautés a des gens qui sont extrémistes. La bonne nouvelle, c'est que c'est une minorité. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une minorité qui est violente, dangereuse et qui va tout faire pour vous faire taire et parce qu'ils ont peur de la vérité. Et lorsque cette vérité est appuyée par des faits, cela leur fait peur. Et comment essayent-ils de faire pour me taire? Alors, ils ne peuvent pas me contredire. Ils peuvent mentir alors que je suis face à des débats. Ils ne sont pas capables de le faire parce que j'ai des faits pour appuyer mes arguments. Donc, ce qu'il leur reste, c'est de me menacer physiquement, verbalement, ou menacer ma famille, mes amis. Mais vous savez quoi? Je reçois bien sûr ces menaces de cette minorité extrémiste, mais j'ai tellement de messages d'amour, de soutien de la majorité de la société israélienne, juifs et arabes, et lorsqu'il y a des gens de ma famille qui me soutiennent, est-ce que je vais m'arrêter? Non, je vais aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on vous souhaite. La lumière au bout du tunnel. Youssef Haddad, merci infiniment. Je sais que j'ai eu du mal à vous inviter ce soir parce que vous avez un emploi du temps quasiment de Premier ministre aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi qui vous donne l'envie d'avancer. Vous plaisantez, mais c'est presque la vérité. Hein. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir dans votre émission et à chaque fois que vous m'inviterez, je serai là. Merci beaucoup. Donc si vous le dites en français, ahlan wa sahlan. Habibi. Shukran kthir. Habib Albi. Merci beaucoup, Youssef Haddad. Alors on parlait justement du Sud, du Nord également. Les États-Unis ont proposé une feuille de route pour sortir de la crise avec le Hezbollah. On retrouve la correspondance sur place de Ava Mergi. Regardez. Oui, c'est une feuille de route qui a été remise début mars par l'envoyé américain Amos Hochstein au président du Parlement libanais Nabih Berri, qui est un allié du Hezbollah. Selon le journal libanais Al-Akhbar, dans ce document de travail, la priorité est donnée d'abord et avant tout à un cessez-le-feu. Il est question d'un mécanisme pour maintenir ce cessez-le-feu. C'est seulement après que les parties sont censées discuter des différents territoriaux entre Israël et le Liban et tenter de trouver des solutions. Ça inclut ce qu'on appelle le point B1, le plus proche de la mer à Nakoura, ce qui est revendiqué par le Liban comme le point de départ de sa frontière terrestre méridionale. Ça inclut aussi le village de Rajar. La question d'Ardov ou les fermes de Sheba, comme les Libanais l'appellent, serait quant à elle reportée à plus tard. Il y a aussi des clauses dans ce document qui stipulent que toutes les infrastructures utilisées pour des opérations militaires dans le sud du Liban doivent être supprimées, que le Liban a obligation de ne pas revenir attaquer Israël et que les forces libanaises doivent être déployées de manière à empêcher que la force Redouane s'approche trop près de la frontière. Dans une interview donnée à la chaîne en arabe Al-Khoura, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a dit: le Liban a encore une fenêtre diplomatique et politique encore ouverte. Pour l'instant, les États-Unis sont directement impliqués dans ces négociations pour un cessez-le-feu, ce qui ne serait pas le cas de la France, malgré les récentes visites de ses envoyés au Liban.
On enchaîne cette émission Défense pour parler d'un thème dont on parle peu finalement, mais qui est toujours présent depuis le 7 octobre avec vous, Jérémy Makowski. Merci, vous êtes expert en cyberrenseignement et ancien officier du cyberrenseignement de l'armée et de la police israélienne. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Quand je parle d'un sujet qui n'est très peu commun, c'est le sujet des attaques cybernétiques. Pourquoi ? Parce qu'on est en train toujours de parler de Gaza, du nord, du front intérieur, mais très peu des attaques, et pourtant il y en a. Et là, c'est assez surprenant. Ça ne concerne pas Israël, ça concerne la France. C'est-à-dire qu'il y a eu des crimes, des attaques, dont la signature est quand même proche des cyberattaques russes ou pro-russes. Voilà, tout à fait. Alors, le 10 mars dernier, la France a subi une série de cyberattaques par déni de service contre des infrastructures gouvernementales de l'État. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est déni de service ? Alors, le déni de service, c'est un type d'attaque qui cherche à submerger de connexion un serveur de sorte qu'il ne soit plus accessible. C'est ce qui s'est passé le 10 mars. Il y a plusieurs cyberattaques qui ont été lancées contre des infrastructures gouvernementales françaises, rendant ainsi inaccessible un certain type de services de l'État, notamment à travers le réseau interministériel. En général, on sait que ce type d'attaque est très prisé par les groupes d'activistes qui sont des hackers qui piratent pour des raisons politiques ou idéologiques. Ces attaques sont lancées en général à la suite de déclarations politiques, stratégiques émanant de certains gouvernements. Ce sont un moyen, c'est un moyen de perturber fortement les activités d'un État et éventuellement de faire peur ou de perturber certaines activités. Pourquoi ça doit nous alerter, nous, en Israël, du côté d'Israël, de voir ce type d'attaque ? Alors, ce type d'attaque arrive en général dans plein de pays, pas uniquement la France. En Israël, il y en a eu pas mal, notamment au cours de la guerre, provenant de différents groupes à travers le monde. Ce sont des attaques qui sont plutôt liées à des événements politiques ou géostratégiques et moins à tout ce qui touche à de la cybercriminalité. Et ça touche beaucoup de pays. Il y en a eu aussi beaucoup pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, notamment. Il y en a en fait constamment. Alors, je vous ai demandé de venir également parce qu'il y a eu un commentaire, un tweet assez marquant, qui m'a surpris en tout cas, une réaction très forte du ministère des Armées français qui attaque frontalement le directeur des renseignements russes et qui dit vous êtes en train de faire de la propagande de masse, de la désinformation de masse. Est-ce qu'on peut d'abord préciser c'est quoi la désinformation de masse? Alors, la désinformation de masse, en vérité, c'est diffuser en grande quantité de fausses informations ou de manipuler un certain type d'informations de sorte d'influencer éventuellement une opinion, de semer le doute ou éventuellement de provoquer un sentiment de peur. Ça dépend ce qu'on cherche à faire. C'est une arme de guerre. C'est un peu une arme de guerre. C'est une arme qui est, entre guillemets, utilisée par beaucoup d'États aujourd'hui. Ça fait partie du cyberarsenal, même si on ne peut pas considérer que, entre guillemets, la désinformation à travers les réseaux sociaux est un type d'attaque, mais c'est une menace. C'est une menace parce que depuis un certain nombre d'années déjà, les réseaux sociaux sont le théâtre d'opérations de désinformation et d'influence. On sait que certains pays ont dans leur arsenal, autre que des cyberattaques vraiment pour attaquer des infrastructures, des campagnes d'influence et de désinformation. Ils se servent notamment de réseaux de bots, c'est-à-dire de réseaux d'ordinateurs leur permettant de diffuser en masse un certain nombre d'informations, de créer de faux profils, de faux comptes, de diffuser de faux messages. Ils utilisent aussi... Ça peut influer aussi la manière dont la société en question réfléchit, pense. Alors ça peut éventuellement influer quand vraiment c'est diffusé en masse. On sait aujourd'hui que malheureusement beaucoup de gens s'informent sur les réseaux sociaux à travers de beaucoup de comptes ou éventuellement de certains sites qui ne sont pas toujours vérifiés, où un certain type d'information est diffusé mais il n'y a pas de recoupement et ça peut éventuellement pour certaines personnes influencer des choix, une opinion, ça peut avoir un certain impact. C'est pour ça que c'est Ma question n'est pas anodine. Parce que ce qui est en train de se passer en Israël sur la question des otages, sur la question d'aller à Rafah ou pas aller à Rafah, de la question de frapper le Hezbollah ou pas frapper le Hezbollah, on voit énormément d'informations qui circulent et des groupes de réflexion qui avancent certaines idées dont on dit mais pourquoi maintenant? C'est pas logique.
Est-ce que c'est ce type aussi c'est ça, la communication de masse ou la désinformation de masse? Alors oui, parce que ça fait partie parfois d'une certaine stratégie menée par certains pays qui, à un moment donné précis, en fonction d'une situation géostratégique, géopolitique, va éventuellement lancer un certain type d'information ou va diffuser certains types de messages pour essayer d'amener certaines personnes vers un type de débat en particulier et tenter d'influencer dans une direction ou une autre l'opinion publique d'un pays. Et ça, la police, l'État, les renseignements, je vais parler d'Israël puisque c'est votre domaine, savent le traiter? Alors oui, l'État sait le traiter. Maintenant, c'est quand même un sujet qui est assez complexe parce qu'il y a énormément de ce que j'appelle les réseaux de bots, c'est-à-dire des réseaux informatiques qui diffusent ces fausses informations. On parle de très très grosses quantités, ce qui fait que ce n'est pas toujours facile à contrer. Maintenant, on est au courant de ce type de menaces. On sait quand même le gérer. Mais il y a parfois des situations qui sont un petit peu plus compliquées et dans lesquelles ça peut prendre éventuellement plus de temps à gérer ce genre de problèmes et après d'informer vraiment la population concernant ce type d'opération en ligne. Je vais revenir en arrière, ça sera finalement le début de la fin de l'interview, mais finalement ce que l'on a évoqué au début de notre entretien concernant la France. Est-ce qu'il peut y avoir éventuellement une désinformation de masse dont parlait la France à l'instant vis-à-vis de la Russie, sans citer aucun pays? Avant les JO, avant des grands événements, il va avoir l'euro. Est-ce que des grandes informations, des désinformations de masse peuvent avoir lieu? Alors oui, on peut penser que des campagnes de désinformation, voire d'influence, peuvent être menées là. Comme vous l'avez précisé, en France, il y a beaucoup d'événements qui se préparent, notamment les Jeux Olympiques, les élections européennes aussi. Et les attaques qui ont eu lieu aussi, ces cyberattaques ne sont pas anodines. Je pense que derrière, il y a aussi une certaine volonté vraiment de perturber, d'influencer ou de diffuser un certain type d'informations parce que justement, il y a ce genre d'événements qui se préparent. Et ça fait partie, je pense, d'une stratégie entre guillemets plus grande de certains pays, oui. Stratégie plus grande, stratégie d'attaque. Stratégie d'attaque. Ouais, plus grande. Merci Jérémy Makowski d'avoir été avec nous. Et on termine cette émission de défense. Je vous ai demandé de venir ce soir. Merci à Jordan Kratzenblum d'être avec nous. C'est un projet qui m'a touché. Vous êtes à l'origine de ce projet, puisque vous avez réalisé quasiment plusieurs mois, 3 mois, 4 mois. Moi, j'ai servi, oui, depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre. J'ai fini le 6 février. 6 février. Donc plusieurs mois de réserve. Et vous avez décidé, on va voir les images, de lancer un projet seul qui s'appelle eMilwim, I'm a Milwim. Voilà, on voit sur ces écrans c'est un projet finalement de réseau professionnel. Il y a LinkedIn que tout le monde connaît et il y aura désormais iMilwim. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dit, ceux qui ont réalisé une période de réserve, eh bien, on doit les aider quand ils reviennent. Exactement. La problématique principale, ça a été, lorsque on a fini notre service, ça a été de revenir dans la vie civile, donc de retrouver nos activités quotidiennes. Et quelques jours, quelques semaines avant, on s'est tous regardé un peu, il y avait beaucoup d'Atzmaïm chez nous. On se disait des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, et on se disait, mais comment est-ce qu'on va faire pour revenir en tranquillité? Et c'est là où est né en fait eMilwim. C'est que je me suis dit, ok, je vais envoyer un SMS, un WhatsApp à quelques amis, on va faire une espèce de chaîne, on va voir s'il y a des gens qui nous aident. Comme on a eu des élans de générosité tout au long de la guerre, on s'est dit peut-être qu'on aura la même chose. Et en fait, sur WhatsApp, les réponses qui revenaient vers moi, c'était assez simple, mais ok, mais comment est-ce on veut vous aider, mais comment est-ce qu'on le fait? Et donc là, c'est là où j'ai dit, bon ok, il faut que je leur crée un outil. Donc j'ai créé ce réseau social, pour l'instant qui est une version 1 assez basique. J'aimerais évidemment que ça ressemble à LinkedIn, que ça soit de manière beaucoup plus avancée que ce que c'est aujourd'hui. Mais voilà, c'est un... De quoi avez-vous besoin pour que ça le soit, justement? De connaissances techniques, de développement, de sécurité, on en parlait juste avant aussi, parce que c'est un point qui est très important. Quand on crée un réseau social, 2 réservistes israéliens,
qui ont servi là pendant la guerre. En fait, je me mets à la place d'un Israélien lambda qui a besoin d'un service, qui a besoin d'un auto-entrepreneur. Vous lui dites, autant que faire se peut, allez regarder, allez piocher parmi les réservistes qui ont peut-être eu un manque à gagner. Venez discuter directement avec ceux que vous avez envie d'aider, mais que vous ne pouvez pas voir au quotidien, puisque quand on est en civil, on ne nous voit pas en fait finalement. Eh oui. C'est une question personnelle, mais vous avez gagné votre vie comment pendant que vous étiez dans le Nord? Bitoire Leomi, principalement. L'assistance sociale, l'assurance sociale. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vrai que moi j'ai une école de programmation pour les enfants de 6 à 18 ans et la rentrée pour nous c'est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février jusqu'au mois de mars, parce qu'on a des plannings super flexibles et finalement on a pu faire que le mois de septembre et toute l'année en fait on est passé à côté. Et puis de toute façon évidemment quand on part au front on pense absolument pas à ça. Moi ça m'était totalement égal et puis je veux dire l'inquiétude. Vous discutez quand même de ça avec vos collègues réservistes, puisqu'il y a quand même des employés. Oui, bien sûr. Et il y a aussi des auto-entrepreneurs. On en parle, bien sûr. Et c'est là où on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est là où moi, je me dis, il faut que je crée quelque chose. Parce que finalement, c'est bien beau de dire, il faut que je trouve de nouveaux clients, il faut que je m'en sorte. Comment est-ce qu'on fait pour s'entraider? Au final, il faut agir. Et c'est vrai que e-Milouim, aujourd'hui, je le sors de manière un peu... c'est vraiment une version 1, mais il faut faire les choses. C'est-à-dire il faut agir. En général, dans chaque entreprise que j'ai fondée, c'est comme ça que j'ai construit. C'est toujours en me disant, il faut agir, il faut avancer, il ne faut pas se bloquer, même si c'est pas parfait. Vous avez le soutien de l'armée? Oui, bien sûr. En tant que système? On a construit ce site, je le présentais à chaque fois à mon MP, à mon Magad. C'est eux d'ailleurs. Commandant de bataillon, commandant de compagnie. Excusez-moi, je traduis pour ceux qui ne parlent pas. C'est pas des mots que j'ai en français de toute façon. Mais avant de venir, j'aurais parlé, j'aurais dit si on pouvait commencer à en parler un peu, parce que il faut le faire vivre ce site. C'est important. C'est quoi? C'est presque un pour service rendu. C'est-à-dire que vous avez donné et vous attendez que aussi la société israélienne vous rende l'appareil? Pas tellement en fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui veulent aider les Milouimnikim. C'est pas un échange. On n'est pas du tout dans cette configuration. Mais vous n'êtes pas pour en prêter pour en rendre? Absolument pas. L'idée c'était vraiment de dire ok, il y a beaucoup de gens qui veulent. Et moi, admettons que si je n'avais pas fait l'armée, j'aurais été dans une situation où si je vois un collègue ou quelqu'un qui vit à côté de chez moi qui a porté l'uniforme, j'aurais voulu l'aider. Et j'aurais bien aimé avoir un outil comme ça. Là, je suis dans la peau du réserviste, mais j'aurais très bien pu être dans la peau du civil et dire ok, il faut que je crée un site aussi. Il faut que je fasse quelque chose pour eux. Ça, c'est juste pour donner un outil aux civils pour qu'ils puissent aider les réservistes. Jérémy Jankowski, je vous sens ému par rapport à... Oui, je trouve que c'est un très beau projet et ça me fait penser à beaucoup de choses aussi, puis ça me ramène aussi à mon service militaire et à des Milouim que j'ai pu faire aussi. C'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, là, donc, c'est d'avoir un maximum de réservistes qui s'inscrivent sur le site, un maximum d'entreprises aussi qui s'inscrivent, parce que le but c'est d'avoir des entrepreneurs qui se mettent en avant, mais aussi d'avoir des entreprises qui proposent de l'emploi, qui contactent directement des gens qui recherchent du travail. Alors on a mis l'adresse, e-milouim.com. C'est gentil, c'est cool. C'est normal, c'est normal. Pas tout n'est rose en Israël, malheureusement, il faut le dire. Lorsque ça ne va pas, il faut le dire aussi. Certains réservistes se sont fait évincer de leur travail au moment de revenir. C'est quoi? C'est révoltant? C'est frustrant? C'est frustrant. C'est compliqué en fait, parce que j'ai envie de me mettre à la place des entreprises et de dire ok, pendant 4 mois vous n'étiez pas là, pendant 5 mois vous n'étiez pas là, donc nous on doit continuer d'avancer. Et c'est complexe d'être énervé contre ces entreprises, mais en même temps, en tant que réserviste, quand on met notre vie en pause, parce que moi par exemple j'ai
4 enfants, j'ai ma femme, je les aime plus que tout au monde. Et je me dis, je vais mettre ma vie en pause. Pendant ces 4 mois, je peux perdre ma vie, peu importe, j'y vais. Et ces réservistes qui avaient un emploi, ils ont eu exactement la même réaction. Ils se sont dit, je suis prêt à tout perdre pour protéger mon pays. Et une entreprise qui se sépare d'un élément comme ça, c'est vrai que c'est dommage. Il y a une réalité économique, c'est très compliqué de juger à froid comme ça. Je pense qu'il faut juste donner des outils aux réservistes, en fait. Il faut juste leur donner des portes d'entrée. Et justement, c'était l'une des problématiques. Ok, on envoie des messages, ok, on reçoit des messages, mais comment est-ce qu'on fait pour nous aider? Et ces entreprises qui ont dû se séparer de certains éléments, ces éléments, maintenant, ils sont disponibles sur le marché. Il faut que les autres entreprises le savent et qu'ils puissent les recruter maintenant qu'ils sont disponibles. C'est tisser une grande toile de réservistes. Il y en a à peu près 400 000 en Israël. On espère qu'on en aura 400 000. Ça serait bien. Le message est lancé. Je vois que vous adhérez au projet. Oui, tout à fait. Ouais. Je trouve que c'est un très beau projet. Bon voilà, comme ça, vous avez fait déjà un adhérent ce soir et peut-être beaucoup d'autres, parce que aussi on est regardé par beaucoup de familles dont les enfants sont réservistes également. Merci Jordan d'avoir été avec nous. On rappelle quand même imilouim.com. Voilà, c'est un beau projet et un projet social et professionnel pour la réinsertion ou l'insertion dans la vie économique et financière d'Israël. Merci à vous deux. Merci Jérémy Kowski d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale de Défense. L'information continue sur notre chaîne et vous le savez, encore de meilleures nouvelles. Surtout, pas de mauvaises nouvelles et c'est le plus important. Bonne soirée à tous et à toutes.